dans lesquels les soldats ont tracé ces gravures émouvantes avant de monter au combat et souvent de ne pas en revenir, comme on le voit ici sur ces très belles peintures de femmes faites dans les carrières Wellington à Arras. On trouve d'autres indices de la guerre. D'abord, des parties du champ de bataille qui ont été conservées en mémoriaux. Et vous avez ici en particulier le parc mémorial canadien de Vimy, où l'on voit encore 90 ans après l'empreinte des cratères par milliers qui ont ravagé le sol. On a également conservé en certains endroits, comme à Ablain-Saint-Nazaire, des ruines telles qu'elles étaient en 1919. Vous voyez l'église telle qu'elle est aujourd'hui en 2006, et vous la voyez dans l'arrière-plan du document des archives du Pas-de-Calais, comme une sorte de fantôme. Il n'y a plus un arbre, il n'y a plus un végétal au moment du premier pèlerinage de mémoire à Notre-Dame-de-Lorette en 1919. Quand on observe les dévastations de la guerre, on imagine le courage collectif qu'il a fallu à des générations d'agriculteurs pour remettre en état le sol, à des générations également d'ouvriers de la mine, quand on voit l'état de la ville de Lens en 1919 sur ce cliché aérien pris par les Britanniques. Mais bien évidemment, la trace de mémoire qui subsiste de façon la plus forte, la plus impressionnante, ce sont les cimetières militaires. Et là, le Nord et le Pas-de-Calais possèdent un triste record, mais en même temps un record qui les honore. C'est sur le sol des deux départements septentrionaux que l'on trouve le plus grand nombre et la plus grande diversité de cimetières militaires en France, en Europe, dans le monde entier. Il y a partout autour de nous des cimetières militaires. Depuis les plus grands, comme l'immense cimetière français de la Targette à Neuville-Saint-Va, jusqu'aux plus petits, perdus dans les champs, comme le Naval Trench Cemetery à Gavrelle et d'autres encore. Ce qu'on constate en effet, c'est qu'au lendemain de la guerre, quand les canons se sont tus et qu'on a commencé à ramasser les corps ou ce qu'il en restait sur les champs de bataille, on a eu la nécessité d'aménager des cimetières pour l'avenir en quelque sorte. Et donc, on trouve deux cas. Les Français et les Allemands ont opté pour le regroupement des corps, ce qui explique que les cimetières français et les cimetières allemands recueillent souvent des milliers et des milliers de soldats tombés qu'on a regroupés en quelque sorte dans des lieux uniques. En revanche, nos amis britanniques ont pris une autre option, qui a été d'enterrer les morts du Royaume-Uni et du Commonwealth au plus près du lieu où ils sont tombés, ou au plus près des hôpitaux dans lesquels ils sont décédés, ce qui explique le nombre considérable de cimetières entretenus aujourd'hui par la Commonwealth War Grave Commission. Et on mettait les simples soldats dans les fosses communes. Il y a un principe d'égalité qui est affirmé par les cimetières militaires de la Grande Guerre. Et bien sûr, à partir de ces principes identiques, chaque nation belligérante va appliquer ses propres croyances, ses propres systèmes de valeurs pour construire sa mémoire. Examinons, si vous le voulez bien, les principaux cas. Dans le cas français, le cas est assez simple. On décide pour les Français, vous le voyez ici, de regrouper les corps dans des nécropoles à grand spectacle. Ceux d'entre vous qui se souviennent du film d'Abel Gance, où l'on voit les morts qui sortent des tombes, eh bien on le comprend ici. À la Targette Neuville-Saint-Va, c'est une armée de morts, une armée de fantômes qui est alignée au garde à vous sous le drapeau de la République. Ils sont morts pour la France. Et c'est le maréchal Pétain, n'oublions pas qu'il est né au Pas-de-Calais accroché à la tour, qui a décidé de ce cimetière à grand spectacle en quelque sorte, pour marquer les esprits, pour montrer le sacrifice collectif des soldats et pour impressionner les générations à venir. Les Allemands ont fait pratiquement le même choix, mais ils y ont été contraints, parce qu'étant vaincus, la République française leur a accordé le droit d'inhumer ses soldats dans son sol, mais à condition que ce sol soit le plus petit en surface possible. En revanche, les Britanniques, vous le voyez sur cette carte extraordinairement impressionnante, les Britanniques, comme je le disais tout à l'heure, ont enterré les leurs et ceux venus des colonies de l'Empire britannique au plus près du lieu. Explique cette nuée de points rouges qui correspond au cimetière entretenu par la Commonwealth War Grave Commission depuis 1917. C'est un travail colossal que les équipes de M. David Simons font chaque jour pour entretenir ces cimetières qui sont des lieux, j'emploie le mot volontairement, d'une très grande beauté, et c'est peut-être finalement le meilleur hommage qu'on pouvait rendre aux soldats. Deux choses extraordinaires, que chaque soldat inconnu, même chaque morceau de soldat, le mot est cruel,
retrouvé aurait le droit à sa tombe individuelle. Et lorsqu'on n'aurait même pas de traces, lorsque l'homme a totalement disparu de l'histoire, on lui érigera un mémorial. Et vous avez sur le sol du Nord et du Pas-de-Calais un ensemble de mémoriaux britanniques qui rendent hommage aux soldats disparus dont rien n'a subsisté, qui ont été absorbés en quelque sorte par la terre de Flandre et d'Artois. C'est le cas du mémorial canadien de Vimy, qui est sans nul doute le plus beau de tous les monuments commémoratifs construits au lendemain de la Grande Guerre, le plus émouvant, le plus fort. C'est également le cas du mémorial du Touret, à Richebourg-l'Avoué, qui est un lieu de paix absolue. C'est le cas également du mémorial de la bataille de Cambrai, à Louverval, ou encore le mémorial des troupes indiennes à Neufchâtel. Et voyez dans tous ces mémoriaux des listes de noms, ou encore à Arras. Des listes de noms par milliers d'hommes qui ont disparu, mais dont on tient à garder le passage du Nord et du Pas-de-Calais. 4 des plus grands poètes de guerre de 1914-18. C'est le hasard, la loterie mortelle. On trouve en effet, dans une ville qui est très chère au président, à Wimereux, la tombe du colonel canadien John McCrae, qui est l'auteur du poème le plus célèbre de la guerre de 14-18, le fameux In Flanders Fields, vous savez, qui donne son nom au grand musée belge à Ypres, et surtout, qui a été à l'origine du choix du coquelicot comme fleur de mémoire pour les peuples britanniques. Ceux d'entre vous qui ont regardé le match de rugby de samedi dernier ont vu que les lointains All Blacks néo-zélandais portent sur leur tenue le poppy. On a tiré les leçons de 14-18. Il y a dans le Nord-Pas-de-Calais les traces d'une première occupation. Le Nord-Pas-de-Calais est la seule région avec les Ardennes en France qui a été à la fois un lieu de combat, un lieu de front, un lieu de tranchée, mais également un lieu d'occupation entre 14 et 18. Et on sait, nous historiens, que cette occupation a été radicale. L'armée allemande a non seulement aménagé des cimetières extrêmement mélancoliques, comme celui que l'on voit ici à Saint-Laurent-Blongy. Ça paraît pacifique, ces grands arbres, vous savez, c'est la mythologie allemande, les guerriers vont reposer dans les forêts où ils vont avoir droit au repos éternel. Mais en même temps, au bout de ce cimetière, caché derrière les fleurs, il y a là une fosse commune qui contient les restes de plus de 20 000 hommes. On est là dans l'horreur absolue de la guerre, habillés dans la verdure d'un jardin. Mais les Allemands ont également laissé des monuments. Ici, vous avez en plein cœur du cimetière de Comines, dans le nord, un monument de 1915. Ou ici, à Verviers, au nord de l'île, un monument d'un hôpital allemand. Tout simplement parce que l'armée impériale avait prévu de rester. C'est Ernst Junger, qui était combattant de l'armée allemande à ce moment-là. Et il y a des lieux étonnants, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le sud du Pas-de-Calais, allez-y un dimanche, de préférence l'été, et vous verrez des lieux comme Ébuterne, comme Fonquevillers, qui sont des lieux étonnants. Ensuite, comment la scène humaine est revenue dans le paysage. Donc c'est un vaste projet qui doit impliquer toutes les collectivités, qui a des finalités touristiques, bien sûr, mais un tourisme noble, un tourisme civique, mais qui doit également avoir des valeurs éducatives pour les enseignants, pour les collégiens et pour les lycéens. Je vous remercie de votre attention.